c'est pas que dans le milieu de la connaissance de soi que le mental est considéré comme un obstacle, hein. C'est dans toute notre société, dans toute notre vie, chez tout à chacun, en particulier en Occident. C'est devenu une machine à souffrir particulièrement véhémente et revendicatrice. Il y a beaucoup de gens qui se sentent malades de leur tête, de leur mental, de leur fonctionnement mental, sans vraiment savoir comment ils pourraient s'affranchir de ce diktat, hein, et de cette difficulté omniprésente. Donc la question du mental, de qu'est-ce qu'il est, comment il fonctionne et comment on peut l'assainir, elle est cruciale à mon sens pour absolument tout le monde et pour la santé. C'est même une question de santé publique dans ce que j'observe autour de moi. Pour en parler, je reviendrai à quelque chose de très basique au départ, c'est le constat que dans la perception intérieure de nous-mêmes, en fait, on va avoir classiquement trois pôles d'expérience qui sont bien distincts, qu'on arrive bien à percevoir, qui sont évidemment la sensorialité avec le corps, la vie émotionnelle et puis la vie mentale. Et on voit bien déjà que, en fait, ne serait-ce que par cette distinction, le mental a beau être très envahissant, il ne constitue pas toute notre expérience. Et il a beau commenter très souvent l'entièreté de notre expérience, en fait, il n'est pas nécessaire à toute notre expérience. Il y a cette différence de perception entre le sensoriel, l'émotionnel et le mental. Et puis pour certaines personnes, il y a l'énergétique, c'est-à-dire l'information de l'énergie qui se situe en dessous de ces trois sphères-là. Mais on va prendre très simple parce que c'est vraiment la vie de tout le monde, c'est le corps, les émotions et la tête. Alors, le mental, on pourrait dire que c'est une façon très simple de traduire l'information. C'est une façon qui, par la pensée, va traduire de l'information. Ce qui est très compliqué pour nous, c'est que cette façon de traduire l'information est tellement rapide, tellement utilisée, tellement omniprésente qu'on la confond avec l'information. On va dire ça comme ça, d'une part. Par exemple, alors que ce n'est pas du tout toujours obligatoire ou nécessaire. Par exemple, si je parle du corps, que je me fais la réflexion j'ai faim, c'est assez rigolo de devoir utiliser une interface qui dit j'ai faim alors que je sens la faim. Ça, Mmh. dans un monde animal, par exemple, c'est pas du tout nécessaire. J'ai faim, je mange. Mais dans un monde humain, c'est devenu systématique. J'ai faim, je me fais la réflexion que j'ai faim, je commente derrière le fait que je doive manger ou non, je regarde si c'est nécessaire ou pas, je mets une couche émotionnelle de culpabilité, possibilité, attente, stress, qu'est-ce que je vais manger, etc. Enfin, je fais un film sur la sensation et peut-être à la fin, je mange, hein. Donc on voit que, en fait, de quelque chose qui était très simple, on est passé à quelque chose qui est relativement compliqué. Alors là, ça prête un peu à sourire parce qu'on ne souffre pas trop de ce film-là, mais bien sûr, on va voir que, en fait, comme on a un mental pour toutes les parties de notre expérience, ça devient vite assez dramatique. Parce que là, on vient de découvrir qu'on a un mental pour notre corps, mais on en a un pour notre émotionnel aussi. J'ai mal, j'ai peur, je sens que c'est trop tôt, je sens que c'est trop tard, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, je me suis laissée emporter et maintenant je me sens coupable, etc. etc. Et là, ça, c'est le mental de l'émotionnel. C'est-à-dire que là encore, je ne suis pas juste dans le ressenti de ce qui se passe pour moi, je suis dans le commentaire et l'imaginaire derrière, l'interprétatif de ce qui est en train de se passer pour moi. Ça, c'est un mental qui est, chez la plupart des humains, extrêmement toxique et douloureux parce que, en fait, il fait boule de neige avec l'émotionnel et on en avait un peu parlé à notre dernière rencontre. C'est le mental qui essaye de se défendre, c'est aussi celui qui est un peu paranoïde, qui est un peu agressif, qui voit une forme de danger partout et donc qui a une interprétation de la vie qui est assez pénible en fait et donc qui va alourdir beaucoup cette expérience. Et puis on a le mental de la raison, le mental qui nous permet de faire des déductions, des logiques, qui compare, qui analyse, qui range, hein, qui peut être ce qu'on peut appeler
une part du mental intellectuel, même si on va voir qu'il n'est pas tout seul. Et ce mental-là aussi peut être assez invasif parce qu'il étiquette absolument tout ce qui nous arrive en permanence. Donc on voit que là, on a 3 exemples en fait, de fonctionnement du mental, de sollicitation de notre mental qui sont presque ou inadéquates pour ce qui est des sensations corporelles, par exemple, ou vraiment très exagérées pour ce qui est de l'émotionnel, ou parfois complètement inutiles. Ça tourne en boucle parce que le fait d'analyser tout le temps n'est absolument pas nécessaire à notre fonctionnement et même alourdit en général notre prise de décision. Donc on voit bien que toute cette tergiversation analytique de l'analyse de la situation, du pourquoi, du comment, et on aura l'occasion peut-être de faire quelque chose sur l'intelligence du cœur, qui est l'endroit décisionnel inspiré par excellence des individus. On voit bien que ça ne sert pas forcément la cause et en tout cas pas la légèreté. Donc ça, c'est trois utilisations du mental qui ont beaucoup de déchets, je dirais. Hein. C'est pas qu'elles sont toujours inutiles, c'est qu'elles sont extrêmement surutilisées et en plus elles sont pesantes. Et puis on a un mental évidemment qui est plus raffiné, plus utile, dont c'est presque un peu plus la vocation, hein, c'est le mental conceptuel, c'est-à-dire celui dont la fonction est d'imaginer les choses. Et quand il s'agit de devoir imaginer les choses, être dans l'imaginaire, c'est bien, en fait. Pouvoir envisager qu'il y a différentes possibilités, différentes créativités, propositions, mise en forme, réflexion, équation. Et ben c'est exactement cette capacité d'abstraction, c'est exactement ce que le mental sait lui faire et est le seul à savoir faire. L'émotion ne peut pas faire ça, le corps ne peut pas faire ça, donc c'est sa vocation initiale. Et là, on commence à passer dans un mental, donc tu disais tout à l'heure inférieur et supérieur, qui passe du côté supérieur, hein, puisqu'il passe au service d'une inspiration ou au moins d'une créativité. Même si on peut s'y perdre aussi beaucoup, parce qu'évidemment, dans le concept, l'imaginaire et l'abstraction, on peut passer sa vie dedans sans que ce soit très, très probant. Mais c'est en tout cas plus sa vocation première, à mon sens. Et puis pour finir, on a le mental inspiré qui est lui un mental tout à fait, pour moi, sain, parce qu'il se situe en dehors du territoire de l'ego, justement. Donc il se situe en dehors. Pour le recevoir, pour pouvoir en bénéficier, on est obligé de se mettre en dehors de nos circuits égotiques habituels, de nos habitudes, de nos programmes, de nos boucles, en fait, hein, de nos circuits appris. Et donc, c'est un mental qui va être vierge de l'interprétatif, de la paranoïa, de la mise en danger, de la valorisation, voilà, de tous ces espèces de bénéfices secondaires qui ont soi-disant une vocation sécuritaire et qui nous alourdissent beaucoup dans notre fonctionnement au quotidien. Et on y reviendra un peu plus tard pour voir comment on peut le contacter. C'est très vertueux parce que quand on a une vie mentale qu'on dévoue à l'inspiration, ben forcément on ne la dévoue pas à autre chose. Et comme voilà, on ne peut pas prendre conscience de 2 idées en même temps, si on est en confiance sur des idées inspirées, on va s'alléger des idées qui nous alourdissent beaucoup et qui grèvent notre expérience et l'amorcissent. Voilà pour à peu près ce que moi j'appellerais un peu les différentes strates du mental et comment est-ce qu'elles opèrent à l'intérieur de nous.